Bastogne, le 29 décembre 1944. Ce matin, en remontant la grande rue enneigée, je vois encore des bastognards décidés à quitter la ville. Je leur dis de venir au centre de la Croix-Rouge. Je leur apprends que des transports seront organisés pour désengorger et mettre à l'abri le plus grand nombre de civils. Je me rends compte que je n'ai guère parlé avec les populations depuis le siège de notre ville. Les gens ne me reconnaissent ou ne me connaissent pas. J'ai fait toutes mes études à Bruxelles, profitant de l'hospitalité de la sœur de ma mère. Je crois que mes parents avaient cette destination en tête quand ils sont partis. Que Dieu les protège. Au centre, les nouvelles se mêlent aux rumeurs et aux faux bruits. La grippe se propage d'autant plus vite que les organismes sont très affaiblis. Des étudiants se proposent d'allumer et d'entretenir du feu dans les endroits où se trouvent réfugiés et blessés. Quel soulagement! Les premiers camions de transport de réfugiés partent pour Bertry. Un aumônier américain me donne une lettre très émouvante d'une mère qui cherche ses 2 fils. Elle pense qu'ils sont à Bastogne et demande instamment à tout qui peut lui transmettre des renseignements de les lui faire parvenir. C'est comme si elle avait lancé une bouteille à la mer. À cet instant, je pense à ces 2 frères que nous avions dû détacher. Et si c'était eux? Je suis prise de tremblements. Mon front se couvre de sueur. Comment retrouver le nom de ces 2 soldats? Je ne me souviens pas s'ils provenaient de l'Ohio. Je ne sais plus quoi faire. Retrouver Jimmy. Il saura certainement me fournir des renseignements. En fin d'après-midi, des bruits circulent comme quoi il se serait passé des événements graves à Chenogne. Il y aurait des dizaines de tués parmi les civils, mais pas de précision. N'aurions-nous pas encore atteint le sommet de l'horreur? Foutue guerre, je te hais! En ce 29 décembre, l'étau se dessert de plus en plus autour de Bastogne. Le couloir d'accès à la ville s'étend à présent sur 2 km de large. La route d'Arlon est enfin accessible. À quelques kilomètres de là, le village de Chenogne est occupé par les Allemands. Bien plus que la ville de Bastogne, ce petit village de moins de 40 habitations va souffrir terriblement de la bataille des Ardennes. André Burnotte, âgé de 13 ans à l'époque, se souvient encore de l'arrivée des Allemands alors que les Américains avaient pris la poudre d'escampette. Visiblement, ces gens étaient débordés, ne s'attendaient pas à ça, ils sont partis comme des lapins, abandonnant tout sur le terrain, et ils sont sautés dans leur camion, dans leur jeep. Il y en avait qui étaient en train de faire leur barbe, ils sont partis avec la moitié de la figure, avec de la mousse, et comme ça, comme des lapins. Ça a été une fuite terrible. Et puis alors on a vu arriver cette colonne, qui était étonnante parce que c'était des jeunes. Il faut savoir que l'armée, à ce moment-là, Hitler avait mobilisé les jeunes de 16 et 17 ans, donc il y avait des gamins dans la troupe, et ils étaient gonflés à bloc. Alors, est-ce qu'on les droguait? Ça, personne ne saura le dire. Mais en tout cas, ils étaient fanfarons, claironnants, ils allaient renverser les choses. C'était fini, la guerre allait reprendre pour eux, et la victoire était au bout. Les soldats arrivés à Chenogne le 21 décembre appartiennent à la 26e division Volksgrenadier. Quelques jours plus tard, le 27 décembre, un drame endeuille la famille de André Burnotte. Un soldat allemand qui n'a pas réalisé que son fusil était toujours chargé, et il a poussé sur la détente, la balle est traversé le plafond, et ma tante a été blessée, très très grièvement évidemment, puisqu'elle a perdu directement du sang. Et le lendemain, alors, les Allemands ont reconnu immédiatement leur erreur, en disant leur faute, et ils ont dit, nous allons la soigner, nous allons l'emmener, rassurez-vous, ils ont dit ça à mon oncle. Mais le temps, malheureusement, faisait son œuvre, et le lendemain matin, ils sont partis en ambulance allemande, mon oncle et ma tante,
Et en cours de route, ils ont dû faire demi-tour, parce que l'antenne de Croix-Rouge allemande avait elle-même fait demi-tour. Et finalement, ils sont aboutis, ils sont retrouvés au Grand-Duché à Brachtenbach, où elle est décédée le 28. Ce même 27 décembre, les hommes de la 26e Volksgrenadier sont remplacés par d'autres hommes nettement moins commodes. Ce jour-là au soir est arrivée une brigade blindée allemande qui s'appelle la brigade d'escorte du Führer, qui était dirigée par un lieutenant-colonel appelé Otto Rehmer. Et alors c'est ce jour-là en fait que d'ailleurs j'ai entendu dire que chez un coup qui étaient eux restés dans leur maison, ils ont vu ça aussi, que le ton avait durci et que les Allemands devenaient agressifs. Et ils ont occupé, à ce moment-là, cette brigade, elle a absolument assiégé Sonnenheim et elle en a fait une forteresse. Tous les immeubles, ruine ou pas ruine, tout était occupé par des canons, des chars et en fait, ils se préparaient à une résistance extrêmement dure. Ils avaient mis leurs sars en dessous de tous les hêtres, ici tout autour, et c'était une division de blindés, quoi. Mais c'était des gens arrogants, vraiment méchants, qui nous faisaient filer, et nous en avions réellement peur, quoi. Ce 29 décembre, Schonogne est la cible de violentes attaques américaines. Pratiquement toutes les maisons du village se transforment en gigantesques brasiers. Il y avait donc, je crois que c'est 37 maisons, et le village a pris feu. C'était essentiellement rural. Il y avait beaucoup de granges. Tout a pris feu. Les habitants des maisons incendiées sont contraints de trouver de nouveaux abris. Quand on a passé devant l'église et qu'on a vu le Christ qui était pendu là, hein, on a dit une prière qui nous aide, quoi. Et c'est un peu après qu'on a vu chez Burnotte, hein, que la maison de chez Burnotte, on a dit on est sauvés. Quand on va, c'est pas quand on se trouve tout seul et puis qu'on voit des autres, on était en masse. Hein. Environ 80 personnes, dont une quarantaine d'Allemands, sont ainsi réfugiés dans les caves de la maison Burnotte. Une des 5 caves est d'ailleurs transformée en morgue. Nous avons notamment vu un jour dévaler l'escalier de cave un Allemand qui était en lambeaux et en sang et qui avait été brûlé. Nous l'avons compris comme ça, il était sur une moto. Et sa moto a flambé et a été brûlée. Il hurlait à mort. Il est mort là d'ailleurs, cet Allemand. 48 personnes sont réfugiées à la ferme Mignon-Mars. Il y a une dame qui était arrivée de Champs, près de Bastogne, avec ses 2 petits-enfants. Elle en avait un sur les genoux. Elle était assise sur une chaise à l'étable. Et alors, l'autre petit garçon, lui, qui avait tellement eu peur en arrivant, il s'était sauvé au bout de la rue et il y a passé la nuit. Il a passé la nuit, là, à 7 h du matin, il arrive sur la porte, maman va ouvrir. Elle lui dit, qu'est-ce que vous faites ici? Ben, je cherche ma maman, dit-il le petit. Alors, elle était ici avec une petite sœur ou un petit frère. Et alors, il est entré, mon Dieu, dit-elle, je croyais qu'il était tué. Elle était si heureuse de le revoir. Mais ce 29 décembre, un autre drame va endeuiller le village. Fouillant leur ferme embrasée, la famille Zabus tente de rejoindre à travers champs la maison Mignon pour s'y réfugier. Nos voisins, donc une ferme, un Allemand est venu chercher mon père pour délier les chevaux parce que ça brûlait. Et eux, ils s'étaient sauvés.
Et il y avait donc, je crois que c'est 7 ou 8 personnes, la grand-mère, la maman, le papa était aussi, et alors il y avait 3 enfants, il y avait des oncles, des tantes, des cousines du Grand-Duché de Luxembourg. Ils se sont sauvés donc, et ils ont reçu donc des rafales de mitrailleuses. On n'a jamais très bien su si c'était des Américains qui étaient sur le mont de Mantes ou les Allemands qui les ont... Et alors, il y a juste le papa qui a survécu. Ils sont restés là dans la neige 3 jours. On a essayé d'aller les chercher, les blessés. Et on n'a pas su tellement on mitraillait de tous les côtés. Alors, quand il est arrivé des Américains, on a demandé qu'ils aillent chercher. On a demandé aux Allemands. Ils ont dit que c'était trop dangereux, qu'on ne savait pas y aller. Et on les a laissés 3 jours là. Le petit de chez Zabus, il avait le pied arraché, lui, donc il vivait encore quand il s'est mis à côté de ses 2 sœurs tuées. Le petit garçon, il disait à son papa, « Papa, viens me soigner, j'ai du sang, j'ai mal au pied. » Il avait le pied coupé. Et chaque fois que le père avançait, ceux qui étaient au-dessus, là, étaient des Américains sans doute, et il tirait. Alors il n'a jamais su atteindre son fils, et il est allé se réfugier à la maison Marzonc. Et c'est le soir qu'ils sont venus à 2 ou à 3, mais le petit était parvenu à se réfugier près de sa famille, mais il était mort. L'épouse d'Antoine Zabus, sa belle-mère, ses 3 enfants et 5 membres appartenant à 2 familles réfugiées chez les Zabus ont trouvé la mort sous des tirs de mitrailleuses dont on ne connaîtra sans doute jamais la provenance. Le lendemain, 30 décembre, 2 autres familles de Chenogne allaient connaître le même sort. Les familles Chalon et Roland, qui réfugiés à Houmont, fouillaient également leur maison en flammes. Ils s'étaient cachés en dessous d'un pont de Grange. Et alors, comme on mitraillait, ils ont voulu se cacher autre part. Et au fur et à mesure qu'ils sortaient, on les mitraillait. Ils ont été tués là aussi. 3 enfants et la maman. Mon cousin a toujours l'idée que c'est des Américains qui les ont tués. Ils les ont pris pour des fouillards, quoi. Ils avaient mis quelque chose sur eux. Ils ont été tous tués comme ça dans la chose. Vos cousines, ça? Ma cousine, oui. Un oncle, 3 cousines, 3 petites cousines. Et le cousin, donc le mari de ma marraine, eh ben, il a eu une balle dans le bras, il s'avait mis comme ça. Il avait ma marraine sur lui, il a eu une balle dans son bras. Et alors, après, on lui a même coupé une jambe, tout ça, et lui après. Oui, il a vécu des moments terribles. Mon oncle est resté, il avait reçu une balle dans l'épaule, je crois. Et il a vu ses enfants et sa femme, mais il ne s'est pas relevé, lui. J'ai une cousine qui avait reçu aussi une balle, sans doute, qui s'est relevée, et ils ont retiré de nouveau une rafale pour me tuer. Tous les ans, au mois de décembre, je le revis. Toujours. Rien à faire. Ça me repasse comme un boulet. Mais je m'oublie. Après l'offensive, moi, je ne savais plus bouger maintenant. Et puis faire ça. D'avoir serré la bouche, d'entendre piquer les avions. Ça, j'en avais la trouille, les avions. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je n'étais pas aussi peu heureuse, mais les avions, ça vous fait un drôle de bruit. Hein. Ils viennent piquer comme ça. Là. Oh là là. Ça. On n'oubliera jamais, nous autres. Tous ceux qui ont passé ça, moi, je dis toujours, ils mourront avec ça dans la tête. Rien à faire. Oui. Je dis toujours que pourvu que notre jeunesse ne revoie jamais ça.